Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil, excellente matinée en notre compagnie, en compagnie de toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. Nous serons ensemble jusqu'à 10 h du matin avec les rubriques habituelles du mercredi matin. Aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier. Nous aurons le plaisir d'être accompagnés par Hamid Belkacem. Dans un tout petit moment, il sera parmi nous pour nous parler, surtout donc dans le domaine de l'environnement, parler aussi du monoxyde de carbone qui fait ravage en ce moment même et surtout durant l'hiver. Donc beaucoup de pertes en vie humaine surtout. Et ça, c'est très mauvais. Et on aura à en parler, surtout trouver des solutions pour éradiquer ces pertes en vie humaine. Les préventions et détections, nous avons un spécialiste en sécurité donc, qui viendra nous parler, nous donner quelques conseils. Nous aurons également Nessiba Jaïdir dans sa rubrique Mosaïque. Elle va faire un gros plan sur l'exposition de Heshmi Hammer, c'est aussi son travail. À travers donc une exposition de croquis, elle fera un gros plan sur cette exposition. Elle sera là pour nous en parler en détail. Nouvelle rubrique fait également apparition dans cette émission, Bonjour d'Algérie. Nous allons revivre et revoir ensemble quelques bons moments qu'a vécu Bonjour d'Algérie à travers bien sûr de nombreuses années. Donc un gros plan à travers donc, des images d'archives. Cette fois-ci, on fera un gros plan dans quelques années à travers le travail d'une tisserande qui faisait partie de notre émission il y a quelques années. En tout cas, elle était passée comme invitée. Et nous aurons également plusieurs autres invités. On fera un gros plan sur un village, on ira en Kabylie, retrouver le village donc, de Tadart el-Jdid. Nous aurons à le visiter à travers le reportage de Feria El-Hamdi. Elle est allée voir comment s'effectuaient les avancées donc, des travaux de restauration de ce village, remettre un village en vie surtout. C'est toute une initiative des villageois. Elle sera donc, on aura le plaisir d'avoir deux architectes sur notre plateau pour nous en parler en détail. Et puis, gros plan aussi sur la ville de Tamanrasset avec une belle formation dans le domaine donc, du théâtre, de la mise en scène. Nous aurons à cet effet par Skype Jamel Garmi qui sera tout à l'heure parmi nous et il nous parlera de cette formation qui se déroule en ce moment même à Tamanrasset. Et puis, on fera un gros plan également sur des startups et surtout des 24 porteurs de projets. C'est important. C'est donc des jeunes Algériens qui ont décidé donc, de mettre en évidence leurs travaux, leur innovation à travers, bien sûr, ces 24 projets qui ont été sélectionnés parce qu'il y en avait une centaine au départ. Nous aurons à cet effet Mohamed Yahyaoui qui est le directeur de l'incubateur de Sétif. Il nous vient de Sétif. Il va nous parler donc de cette belle aventure. Et on terminera l'émission avec un hommage. Vous avez pu voir à travers donc, les médias, la presse, beaucoup en ont parlé, le décès de Cheikh Nnamous, lui qui était donc un doyen donc, des musiciens algériens, des artistes algériens. Il nous a quittés. Lui qui était connu à travers son jeu du banjo, amoureux de cet instrument. Il a pu aussi interpréter et surtout accompagner beaucoup d'artistes. Nous aurons Monsieur Ben Damaj sur notre plateau pour parler aussi de son travail et tout ce qu'il a pu réalisé dans le domaine artistique et notamment dans le Chabi. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez rester attentifs jusqu'à 10 h du matin. On va commencer par les nouvelles du ciel avec Amel Laribi tout de suite. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Je vais dire tellement de choses en même temps, en fait. Et puis Amel, elle se marre à côté. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, merci. Parfait, j'allais dire Amel météo. Ouais. Amel Laribi. C'est pareil, c'est pareil. Comment ça va? Ça va Amel. C'est bien si on commence comme ça avec de la bonne humeur. J'espère que c'est partagé avec nos téléspectateurs. Inch'Allah. Alors, il va continuer à faire frais.
Oui, oui, frais et beau, malheureusement, oui. On aura un On temps a eu cet dégagé. épisode pluvieux aussi. Oui, et neigeux aussi. Neigeux, hein, oui, oui. sur les hauteurs. Ça va continuer? Pas pour cette semaine, non. D'accord, on vous Ouais. écoute. Merci Emel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura un ciel plutôt brumeux sur les hauts plateaux et les vallées de l'ouest, le centre et l'est du pays. Puis le ciel deviendra dégagé à partiellement voilé tout au long de la journée. À noter formation de gelée durant cette matinée sur pratiquement l'ensemble des hauts plateaux. Donc soyez très très prudents si vous êtes en voiture. Mais le ciel deviendra progressivement nuageux en fin d'après-midi par contre par l'ouest et en soirée, pouvant donner quelques pluies mais en deuxième partie de nuit sur les régions de l'ouest et le centre. La moitié sud, excepté quelques voiles, l'extrême sud, le Gar Tassili, le Nord Sahara, également les oasis. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent. Sur le sud-ouest, la Saoura, le Sahara central et le Sahara oriental. Quant aux températures, eh bien, elles vont remonter par rapport à hier. Et Météo Algérie a prévu un maximum de 23 degrés du côté de Tlemcen, 21 à Alger, 20 degrés à Oran et également à Naba, 18 à Tizi Ouzou, 16 degrés à Constantine et Tiaret, 11 à Batna, 15 degrés à Djelfa, 13 à Al-Beyoud, 16 degrés à Béchar, 18 à Biskra, 19 à Gardaya, 22 Tindouf, Adrar, 23 à Elizi, 20 degrés Tamanrasset et Janet et 27 degrés le maximum toujours à Borj Beji-Mkhtar et In Gazan. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents qui vont souffler entre 20 et 40 km/h sur les côtes ouest et est et 20 à 50 km/h sur les côtes centre de secteur sud à sud-ouest. Et on va faire un petit voyage du côté de l'Afrique du Nord où le ciel restera passagèrement nuageux, plus exactement à Nouakchott, de la pluie prévue à Rabat. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent. Côté Mercure, eh bien, on relèvera 18 degrés à Rabat, 24 à Laayoune occupé, 19 à Tripoli, 18 au Caire, 28 à Khartoum, 32 degrés à N'Djamena et enfin 33 degrés le maximum cette fois-ci à Niamey. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, tout est dit. Amel a fait donc son bulletin. Merci Voilà, beaucoup. c'est moi qui vous Puis on remercie. a appris aujourd'hui une chose, c'est que le triangle rouge, ça voulait dire le verglas. Le verglas, voilà, D'accord. avec un petit symbole de neige comme ça tout Très au bout. bien. Soyez prudents sur les routes. Exactement. Et faites Surtout si très vous êtes en attention. voiture. Hein, Et oui. surtout si vous faites les longs trajets. Ouais. Ne vous endormez pas sur les routes. Faites glissant. très attention. Ça Merci. glisse. Ça glisse, tout à Ça fait. glisse, ouais. Eh bien, bonne journée. Merci, À tout à Amel. l'heure Bonne pour journée notre également. bulletin météo Inch'Allah. midi et Et 19h, juste après les journaux télévisés de Canal Algérie. Exactement. On va vous laisser repartir en musique. Avec plaisir. Avec un bel instrumental. On l'aime bien cette chanson. C'est le groupe Rabi' Houti Band. On se retrouve juste après.
belle musique et ça donne du baume au cœur de bon matin. J'espère que ça vous a bien réveillé, vous a mis en appétit pour en tout cas débuter cette émission avec la première rubrique du matin, donc du mercredi. Hamid Belkhassam est parmi nous dans la rubrique environnement. Bonjour Hamid. Bonjour Amel, bonjour à tous. Comment ça va? Bien. L'environnement, c'est l'affaire de tous. L'environnement, c'est l'affaire de tous. Et à la base de l'environnement, il y a la vie. Donc Oui. il faut d'abord préserver la vie. Et lorsqu'on voit les statistiques d'hier, 28 morts, 500 personnes secourues, le coupable est connu, identifié, ciblé. On le connaît depuis des années, même s'il fonctionne de manière sournoise, très sournoise, c'est le monoxyde de carbone. Et à la source du monoxyde de carbone, il y a des appareils notamment de chauffage, et il faut aller à la source pour détecter non pas le monoxyde de carbone, mais la source de problème. Tout à fait. Beaucoup de Donc pays... c'est pas le monoxyde qui est en cause. Lui, c'est l'agent, c'est le C'est vecteur, mais la source, c'est autre chose. Et justement, pour en parler, nous avons aujourd'hui avec nous M. Houssam Boutartiret. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue parmi nous. Il est ingénieur, polytechnicien, spécialisé en sécurité au sens large, sécurité industrielle, mais qui travaille beaucoup sur tout ce qui est détection, application, normes de sécurité. Alors, la problématique, si on a souvent parlé de détection, de gaz et tout, mais je pense qu'il faudrait remonter à la source, et remonter à la source, à l'origine du problème, c'est de mettre sur le marché des appareils de chauffage conformes, comme cela se fait dans les pays bien structurés, M. Boutartiret. Oui, parce que, comme tu le disais, Hamid, le monoxyde de carbone arrive à la fin. Et ce que nous avons des appareils qui permettent de faire du chauffage, des appareils qui devront être installés après conformément à des prescriptions, et c'est tout ça qui doit être fait de manière convenable. Aujourd'hui, on a un problème, c'est que la conséquence, c'est qu'on perd des vies humaines, et donc il faut trouver une solution. Et la solution est dans le fait qu'il faut arriver à concevoir des systèmes. Donc système, quand on dit système, ce n'est pas que du matériel, c'est du matériel et le service qui va derrière, ça veut dire notamment l'installation et la maintenance, qui doivent nous régler le problème. Et ça aujourd'hui, c'est possible. Il ne s'agit pas de dire on n'installe pas bien, on a des problèmes d'aération. On a des problèmes d'aération, qu'est-ce qu'on fait? On sait aujourd'hui qu'on a des problèmes d'aération, donc il faut trouver les équipements qu'il faut. On a une problématique en Algérie qui est que beaucoup de gens utilisent du gaz butane. Pas du gaz de ville. Donc, il nous faut des équipements qui doivent répondre à ça. En milieu rural, il n'y a que du gaz butane. Voilà, exactement. On a cette problématique dans le milieu rural. En général, les équipements de chauffage sont à l'intérieur des enceintes. Donc, il faut trouver des solutions, c'est tout. Et aujourd'hui, la science et l'ingénierie fait qu'on a des solutions à tout. Et vous dites, le premier à être incriminé, c'est en fait le commerçant qui va vendre, ou le fabricant, qui va vendre du matériel non conforme. Exactement. Et c'est là où il faut vraiment insister. Je pense parce que de manière générale, dès qu'on commence à avoir affaire à des équipements qui touchent à la sécurité des individus, sécurité des biens et des personnes, mais surtout sécurité des individus, on doit être très rigoureux sur la qualité de ces équipements. Voilà. Et en général, dans le monde, ces équipements-là sont soumis à des certifications. Certification, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait appel à des personnes tiers. À une personne tierce, ça veut dire que ce n'est pas le fabricant, ce n'est pas le distributeur, parce que c'est une partie prenante, mais plutôt des organismes qui vont venir contrôler, vérifier le matériel, la façon dont c'est fabriqué, la façon dont ça va être installé, la façon dont ça va être exploité, c'est-à-dire entretenu et maintenu dans le temps, par rapport à un cadre qui soit législatif, réglementaire, normatif. Et c'est cet organisme tiers qui est neutre, qui va donner un certificat de conformité qui dit que cet équipement, dans ces conditions-là, est acceptable par rapport à un marché donné, par exemple le marché local. C'est ça. Si on peut faire le parallèle, M. Boutartiret, on prend juste deux exemples pour illustrer le médicament, l'automobile. Avant de mettre sur le marché un médicament, il y a tout un protocole, autorisation de mise sur le marché, tout parce que le médicament est important. Et l'Algérie, on a réussi quand même, les médicaments qui sont mis sur le marché empruntent un cheminement, un protocole précis, et on arrive à avoir du bon médicament en Algérie. L'automobile, c'est la même chose. Il y a des crash tests, il y a des certificats. On ne peut pas mettre sur le marché algérien des automobiles qui puissent créer ou générer des dangers. Est-ce qu'il ne faut-il pas aujourd'hui poser la problématique et faire emprunter aux appareils de chauffage et à d'autres, ça pourrait être aussi dans l'électricité, le même protocole
avant la mise sur le marché de ces équipements. On le comprend très bien. Quand on dit médicament, les gens le perçoivent. C'est-à-dire quand on met une AMM, une autorisation de mise sur le marché, le médicament, il n'est pas encore chez nous. Hein. Il est chez le fabricant et le fabricant va documenter tout son produit, de la fabrication, de la production jusqu'à la commercialisation. Et on a des organismes nationaux qui, eux, vont travailler sur le sujet et ça ne se fait pas en une semaine. Hein. Ça prend du temps. Le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques. L'exemple donc du vaccin en ce moment. C'est vraiment... Et aujourd'hui, il faut comprendre que tous les équipements technologiques au sens large, dans le monde, subissent le même procès. C'est fini. Je veux dire, bon, il y a le siècle passé, disons, voilà, on venait avec notre matériel et on le vendait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dans beaucoup de pays dans le monde, vous avez les constructeurs qui, eux, font la démarche. Pourquoi ? Parce que le législateur local, en fait, la responsabilité, il va la chercher chez le constructeur. C'est ça. Le distributeur, le revendeur, tout ce que vous voulez, ce ne sont que des intermédiaires de la chaîne de valeur. C'est la phase 2, comme dirait l'autre. Mais demain, j'ai un problème, je reviens au constructeur, au fabricant. Donc, vous voulez mettre sur le marché, sur mon marché, un produit qui touche à la sécurité des individus, moi je vous mets un cahier de charge et vous vous débrouillez pour répondre à mon cahier de charge. Et ça doit prendre du temps. J'avais dit tout à l'heure, je vous avais dit, oui, le citoyen lambda, comme vous l'avez cité tout à l'heure, lui aussi pourrait être en cause. Vous m'avez dit non, il n'est pas obligé donc, de faire attention. C'est au constructeur donc, de faire attention. Il a cette lourde tâche de mettre sur le marché des produits conformes à la sécurité. Oui, il y a des choses qui nous paraissent, je veux dire, naturel. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas, prenant un écran plasma, ça peut brûler. Hein. Ça peut brûler. Ça peut générer un incendie. Ce sont des dispositifs électriques, il y a de l'électricité, ça peut brûler. Mais est-ce que on ne le conçoit pas qu'un plasma brûle? Pourquoi? Parce qu'en fait, le fabricant a mis en place tout un process pour s'assurer que cet équipement va avoir une durée de vie. Il n'y a pas de problème. Et ben, un chauffage, c'est plus grave qu'un plasma parce que ça tue aujourd'hui. Et c'est pas normal que ça soit ramené à un produit vraiment de basse qualité, basique. On en parle comme si c'était rien du tout. Or, c'est beaucoup plus grave. Mais en termes de rigueur, de fabrication, d'homologation, c'est rien. Aujourd'hui, c'est des caisses de métal avec des espèces de brûleurs. Et on branche un conduit de gaz et voilà. Et une évacuation. Houssam Boudrageret, vous qui êtes ingénieur polytechnicien, vous avez des solutions. Il y a la responsabilité de l'État de mise sur le marché d'appareils qui ne sont pas aux normes. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'avoir un organisme, Dawla al-Jazairiya, un organisme, comme on fait le CTC, le contrôle du béton, un organisme pour agréer les équipements touchant à la vie des Algériens? Ça peut être de l'électroménager, ça peut être de l'électricité. Il y a eu des cas où il y a eu des incendies parce que des disjoncteurs ont mal fonctionné. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de créer un organisme d'État pour pouvoir contrôler tous les équipements qui pourraient poser problème? Comme pourrait y avoir donc la police d'urbanisme, c'est ça, pour là une police qui surveillerait éventuellement ces moi je équipements. dirais que c'est beaucoup plus le CTC quand on est du béton. Le CTC c'est le béton parce qu'on est dans un pays sismique, mais vu que les drames à répétition, ce sont des drames chaque année que Dieu fait, des dizaines d'Algériens meurent à cause et on n'a pas identifié à la source la problématique. Moi je pense qu'il faut le CTC des appareils de chauffage et autres. Sur le terrain. Vous savez, moi je suis pas favorable à ces logiques. Il faut que l'État. Je m'explique. L'État est là pour réglementer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut qu'il y ait des structures, et aujourd'hui elles existent, il faut travailler sur les sujets seulement pour mettre la réglementation. C'est ça. Mais ce n'est pas à l'État de venir contrôler. Non, du tout. C'est faire la appliquer. Réglementation. Après, comme ça se passe partout dans le monde, vous avez des organismes certificateurs qui peuvent être des organismes privés, qui ont délégation de certifier. Parce que moi, constructeur, pour faire certifier mon matériel, je m'adresse à un organisme certificateur identifié par la réglementation, parce que la réglementation va dire, OK,
pour que certifier votre matériel, je veux que vous passiez par tel organisme qui sont accrédités par moi. Après, c'est votre problème, parce que ça coûte de l'argent, tout ça. Ben oui. Donc, c'est vous qui allez payer l'organisme pour qu'il fasse les tests, parce que c'est pas donné. Vous voulez rentrer sur mon marché, vous financez. Vous apportez les moyens financiers, c'est votre problème. Si vous jugez que mon marché est intéressant, ben vous allez investir parce que vous allez conquérir un marché. Ça responsabilisera bien sûr les constructeurs. Et le système de concurrence se met en place. Parce que aussi bien au niveau des organismes certificateurs, parce qu'il y en aura plusieurs, il n'y aura pas de monopole, et au niveau des constructeurs, parce que chacun viendra se battre. Parce que ça coûte de l'argent, donc on se battra, on comptera ses sous, et pour venir conquérir un marché. C'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, quand vous allez dans le monde, en Angleterre, en Allemagne, beaucoup de gens connaissent ce qu'on appelle la marque VDS. VDS, c'est une marque de qualité. En fait, c'est un mode de certification qui est relatif au marché allemand. Et vous avez des organismes qui ont délégation pour venir contrôler tout ce qui touche à tout, globalement, selon un standard. Et on appose cette espèce de marque VDS qui dit quand vous avez un produit qui est certifié VDS, c'est quelque part la qualité allemande qui est derrière. Et ça c'est le ticket d'entrée sur le marché. C'est le ticket d'entrée. Voilà. Les Anglais ont leur truc, les Russes ont leur truc, les Allemands ont leur truc, les Américains, les Français. Tout le monde a cette espèce de marque et nous on peut construire cette marque et puis ça se construit. Aujourd'hui pour le chauffage, demain pour la clim, après-demain pour la télé, après-demain pour le moteur du groupe diesel, ainsi de suite. Voilà. À titre transitoire, on pourrait peut-être choisir un dispositif de contrôle déjà existant, enfin une norme, j'allais dire entre guillemets, ISO. Pendant une période, on est en transition en Algérie. Bien sûr. Donc, pendant cette période de transition... S'il faut copier, on copie. Voilà, copier jusqu'à arriver à avoir les normes. De toute façon, dans beaucoup de systèmes, vous avez aujourd'hui trois gros ensembles de normalisation. Vous avez les normalisations qui sont autour des règlements européens. D'accord. Vous avez des normalisations qui sont autour des systèmes anglo-saxons. Disons US, Angleterre, britannique. Et puis vous avez les gens à l'extrême est, les asiatiques, qui parfois se rattachent aux dispositifs américains, anglo-saxons. Les Japonais ont des dispositifs à eux. Les Russes ont des dispositifs un peu plus particuliers, mais beaucoup de pays se réfèrent à ces dispositifs parce que vous bénéficiez d'un historique. Donc ça ne sert à rien d'aller recréer le fil à couper le beurre. Je veux dire, voilà. Mais il faudra justement faire très attention à ces programmes qui sont déjà établis parce que chaque pays a sa propre peut-être formulation, construction comme nous par exemple en Algérie. Donc mais il y a je veux un savoir-faire déjà exactement. Qui existe. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, ce qui est important, c'est qu'on peut commencer avec des organismes qui sont peut-être installés à l'international. Mais ce qui est important, c'est de construire un maillage, un ensemble d'organismes locaux qui sont accrédités pour la certification de ce type de matériel, d'équipement. Il faut commencer par globalement, ce sont des équipements qui rentrent dans le bâtiment, dans la construction, et aujourd'hui, partout dans le monde, tout ce qui touche au bâtiment au sens général, aujourd'hui, subit une accréditation. Ça va du câble électrique à l'ampoule, à la tuyauterie, à l'équipement de climatisation, de ventilation, au système de chauffage qui en font partie. Oui, et en fait, j'allais dire, c'est une sorte de système d'accompagnement pour une mise à niveau, y compris aux producteurs locaux. Et si les producteurs, il faut préserver l'emploi aussi, M. Boudarjirt. Donc, si on fait cette mise à niveau, ça permettra aussi à ces entreprises, une fois certifiées, de pouvoir aussi travailler et exporter au moins dans la région. Ça va élever le niveau des entreprises algériennes. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans une entreprise où il a fait une entreprise européenne qui devait à un moment donné produire des équipements qui étaient certifiés sur le marché européen, qui devaient rentrer sur le marché chinois. Ça a pris une année pour faire accréditer ces équipements pour le marché chinois, sachant que les organismes chinois venaient régulièrement visiter les usines en Europe pour contrôler, vérifier. Tout ce dispositif était supporté par l'entreprise européenne. Donc, quelque part, le fabricant qui travaille sur son pays est avantagé. Parce que demain, si on veut rentrer sur le marché algérien, le Chinois qui veut venir vendre en Algérie, c'est à lui de faire les déplacements. Donc,
le fabricant local qui fera la même démarche, en termes de coût, ça lui reviendrait beaucoup moins cher que le gars qui vient de l'autre bout du monde. Voilà, c'est des mécanismes qui permettent de réduire des coûts. Voilà. Voilà, après, comme l'Algérie, c'est un marché porteur, donc on doit obliger de faire emprunter le protocole sécuritaire à ces entreprises. C'est très important. Et surtout, il faut aussi concurrencer d'autres marchés et pourquoi pas séduire d'autres marchés aussi, notamment les comptoirs africains. Voilà, merci beaucoup pour ces explications. C'est vrai que c'est un sujet très intéressant. On pourrait rester encore plus longtemps. Vous nous avez donné pas mal d'exemples, notamment les chaudières, l'installation des chaudières qui seraient aussi plus conformes. On en reparlera peut-être en détail, Inch'Allah, dans notre émission. Merci, Hamid. C'est renouvelable. C'est renouvelable. À mercredi prochain. Inch'Allah. On continue, bien sûr, notre programme. Je vous l'ai annoncé en sommaire, nous avons donc une nouvelle rubrique dans Bonjour d'Algérie. À partir donc d'aujourd'hui, on reviendra sur des moments qui ont marqué aussi l'histoire du Bonjour d'Algérie avec le revoir encore des séquences du Bonjour d'Algérie. Cette fois-ci, c'était une artisane qui était donc installée dans le tissage, et donc c'est une tisserande. C'est Amina Youssef Roja qu'on aime beaucoup, qu'on embrasse. Regardez, c'était il y a quelques années, regardez. Apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil. De Gardaya, ça se pratique encore. Les jeunes filles, quand elles vont chez elles prennent leur métier à tisser avec elles. Et vous savez, dans les traditions de Kabylie ou les traditions du Sud, la jeune fille mariée reste chez ses beaux-parents, une année ne voit pas ses parents. C'est ainsi qu'elle prend son métier à tisser, qu'elle tisse un tapis comme une forme de lettre qu'elle envoie à sa maman. À travers cette lettre, elle peut voir si la fille est heureuse ou pas à partir de l'assemblage des symboles. Chaque femme de chaque région a transmis ce qu'elle avait en elle dans ses tapis, dans tout ce qu'elle réalisait. Donc je veux reproduire tous ces symboles qui ont une signification pour la femme algérienne. Il ne faut pas qu'elle s'éteigne comme ça et que le tapis s'éteigne. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'IMA à faire. Coral Peinture, notre sponsor officiel. On a pu voir donc cet extrait donc de la rubrique Bonjour d'Algérie. C'est donc préparé par notre journaliste Sabrina Khlifi. On a pu voir c'est Amina Youssef Roja qui donc a été formée dans le domaine du tissage et qui se bat quotidiennement pour essayer donc de faire revivre ce métier, l'instaurer, surtout faire découvrir les différents métiers à tisser et surtout le tissage de chaque région d'Algérie. Et Dieu sait comme c'est riche. Nous allons justement nous intéresser à notre patrimoine et à nos villages, les plus anciens villages. Cette fois-ci, gros plan sur la Kabylie avec refaire revivre des anciens villages, leur redonner vie à travers le travail d'architectes et surtout de villageois. Eh bien, on va le voir tout de suite avec les deux charmants invités que nous avons sur notre plateau. C'est Monsieur Kamal Iftissem, bonjour, architecte. Bonjour. Vous êtes bienvenue parmi nous. Vous êtes accompagné par votre épouse, Fatiha Iftissem, architecte également. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. On a eu plaisir à vous recevoir il y a quelques temps. Oui. C'était pour parler donc de ce village que vous avez donc restauré. Vous avez énormément travaillé sur ce village depuis quelques années. Et puis là, il y a combien d'années sont passées? 3-4 ans. 3-4 ans depuis que l'initiative a été prise. Oui. Et donc, comment sont le travail, comment est le travail en ce moment? Actuellement, en fait, on avance peut-être pas très rapidement, chose que tout le monde attend, le résultat sur le terrain, etc. Mais concrètement, je dirais pas grand-chose. C'est-à-dire, on a travaillé beaucoup plus, les villageois travaillent beaucoup plus sur les espaces publics, comme on avait dit la dernière fois. Mais on a aussi d'autres perspectives, d'autres approches qu'on va discuter lors de cette émission. Il ne faut pas se limiter à ces actions qu'on fait un petit peu ça et là.
elles doivent être encore réfléchies, beaucoup mieux étudiées que ce qui se fait un peu partout. D'où l'approche scientifique qu'on va discuter durant cette émission. Très bien. Alors vous êtes architecte de formation et ce qui est important, c'est de signaler que chaque région, chaque aussi époque avait son style architectural. Donc là, vous travaillez sur le village berbère et avec son aspect typique surtout qu'il faut absolument préserver. Effectivement. Donc, de toute façon, on vous remercie d'abord de nous avoir encore donné l'occasion d'en parler parce qu'il ne faut pas cesser de le faire. Et surtout pour l'intérêt que vous portez à des actions pareilles. C'est des actions qui sont menées directement sur le terrain. Je vais revenir un petit peu en arrière, si vous permettez, juste pour inscrire l'opération dans son déjà contexte, etc. Donc, en fait, bien sûr, c'est un appel de cœur avant tout. Oui. Bon, on parle d'abord de ce village, on va voir ce qui peut se faire ailleurs également. Je parle de Atarhouna, donc c'est un village qui a toutes les possibilités de renaître. Donc c'est un village qui a été, bon là on parle surtout du village ancestral, c'est-à-dire qui est inscrit dans un périmètre défini. Donc bien sûr, vu, on ne cesse de le répéter, c'est tant mieux, parce que vu les commodités, les gens ont, effectivement, voilà. Donc les très hauts, hein, une très belle vue. Effectivement, sur la mer. Donc on parle ici au fait de la Kabylie maritime, donc c'est différent de ce qui se passe au niveau des montagnes où l'indisponibilité du foncier fait que les gens, malheureusement, démolissent l'ancien pour reconstruire le nouveau. Le nouveau qui était, bien sûr, qui est venu pour répondre à certaines exigences de la vie, je dirais, parce que maintenant, on ne peut pas revivre dans les maisons telles qu'elles étaient conçues avant. Les commodités. Bien sûr. Regardez cette vue, je me rappelle très bien de cette photo que vous nous aviez ramenée, qui donnait envie. Donc là, c'est tout le potentiel déjà qui est sur place, qu'il faut absolument exploiter. Nos parents, nos aïeux, ils ont un petit peu délaissé ces espaces pour un confort qui est légitime. Ils sont descendus vers les commodités, vers la route, vers la facilité de la vie, etc. Même au sein du village, hein, c'est-à-dire la périphérie. Et maintenant, il s'avère qu'il y a des gens, entre autres nous, et il y en a pas mal, je suis convaincu, qui s'intéressent à ce qui se faisait avant, à ces lieux qui sont abandonnés, il faut le signaler. Donc, ce n'est pas exactement le cas dans notre village, parce qu'il y a quand même certaines... Là, vous voyez l'état d'abandon un petit peu duquel souffrent les lieux. Et puis, donc, à un certain moment, on a eu peut-être l'occasion et la chance d'intervenir sur un site qui est à côté. On a vu qu'il y a, en fait, un engouement, il y a une volonté extraordinaire de vouloir faire quelque chose de ces lieux-là. Alors, il y a un petit groupe qui s'est formé, et puis on a commencé des petites actions comme ça, question de nettoyage et d'ouverture des pistes qui étaient fermées pendant des dizaines d'années, etc. Défrichage effectivement. Aussi. Donc, il y avait le besoin de revenir vers faire des actions comme ça. C'est des actions qui sont, je dirais, spontanées. Oui, spontanées. Spontanées. Donc, et puis... on a également, on a pu quand même rassembler plutôt ce potentiel et asseoir une manière de voir, qu'est-ce qu'on va faire, voilà. Et puis, à un certain moment, on a jugé, bon, du moment que cette opération, elle est sur la voie, sur les rails, exactement. Donc, on s'est dit maintenant, comment et qu'est-ce qu'on va faire? Elle le dit encore mieux que moi. Vas-y, si on sait ce que... La disponibilité donc, de la pierre, la disponibilité aussi donc, des matériaux, des locaux sur place. Il n'y a pas que ça. Pour suivre un petit peu l'ordre d'idées, ça parlait, pardon, c'est-à-dire ce qu'on sait, ce qu'on... Oui, on sait pas effectivement. Parce que beaucoup se demandent maintenant le devenir de ce village, que va-t-on faire, quelles sont les actions à mener. Au fait, on n'est pas si... nous aussi, on est un petit peu dans, je dirais pas le flou, mais si on ne sait pas réellement ce qu'on doit faire, on sait du moins ce qu'on ne doit pas faire. D'accord. Ce qu'on ne doit pas faire, on sait qu'on ne doit pas reprendre textuellement ce qui a été
ce qui a été hérité de nos ancêtres, comme vient de le dire si bien Kamel. On ne peut pas vivre dans cette maison qu'on a héritée telle qu'elle. Il faut la faire évoluer avec les commodités d'aujourd'hui. Tout en gardant quand même un cachet. Mais bien sûr, si les gens du village sont descendus vers la plaine et vers les commodités, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas bête. L'homme est toujours en quête et à la recherche d'un confort supérieur, d'un meilleur confort. Donc maintenant, la manière de le faire, c'est vrai que nos ancêtres à l'époque l'ont si bien fait, mais il y a eu quand même rupture à un moment donné. Je ne sais pas, je ne saurais même pas expliquer. En fait, justement, c'est que si on fait maintenant une halte pour évaluer, pour faire un bilan de ce qui a été fait. Donc on peut citer au moins que maintenant le village est sorti de l'ombre, c'est-à-dire c'est tout le monde qui, de l'anonymat, de l'ombre, c'est tout le monde qui le connaît. Maintenant il y a une action qui est perpétuée sur place. Il y a aussi maintenant le comité de village d'ailleurs qui a repris naissance pour reprendre en main, c'est-à-dire la gestion de ce bien collectif. Et puis aussi, et le plus important pour nous, c'est qu'on a quand même, comme elle l'a dit tout à l'heure Fatiha, c'est qu'on s'est inscrit plutôt dans une approche qui est réfléchi, qui est académique, qui est universitaire. C'est-à-dire inscrire le projet au niveau de l'université la faculté centrale d'Alger, département d'architecture, et puis on le prend comme site d'étude pour nous permettre justement de réfléchir à toutes les approches et surtout les actions qu'on peut, c'est-à-dire autour d'une table, selon une méthode, réfléchir, alors que, et puis à un certain moment, la ramener en tant que solution sur le terrain. On va en parler un petit peu des résultats tout à l'heure, même au niveau de l'université. Et là, on va faire un reportage d'ailleurs, puisque notre journaliste était venue chez vous il y a quelques années. Elle a fait pareil avec un autre village. Cette fois-ci, ils sont en pleine rénovation. Eux aussi travaillent pour améliorer l'image de leur village. On va aller du côté de cette fois-ci du village Sadat Jdid, retrouver cet engouement pour redonner vie au village. C'est un reportage signé Faria El Hamdi. Nous sommes au pied de la montagne l'El Artija. Un village paisible, un paysage magique. C'est bien le village Taddart El Jdid Iwa Quran, situé dans la wilaya de Bouira, commune de Saharij. Le village de Taddart El Jdid Iwa Quran est un village qui a subi pratiquement toutes les offres depuis qu'on s'est installé sur ce piton-là. Parce que c'est un village qui a été nomade. On a été à Tizimit, on a été à Izarwel, on a été même à Fasdar Nahnif, on a été à Kerdous et d'autres endroits, mais on s'est installé quand même sur ce piton, qui est un piton stratégique, évidemment. Une action de volontariat a été initiée par les jeunes du village, qui se sont entièrement mobilisés pour donner une seconde vie à leur village natal. Amim Han, 78 ans, participe lui aussi. Ce village a été déserté par la force, par la violence, mais l'attachement atavique de cette population à ces terres a fait que les gens n'ont pas lâché. Nous essayons par tous les moyens de redonner vie à ce patelin, à ce pays. On a commencé par ce mausolée parce que c'est un lieu collectif, c'est un lieu commun. Les gens sont en train de remettre sur pied leur maison, détruite, démolie. Et c'est dans ce cadre-là que ces travaux sont organisés. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, il y a beaucoup de travaux collectifs qui sont réalisés ou prévus. Le collectif du village a pris des décisions pour l'évolution des travaux entrepris pour la restauration du village, notamment le nettoyage et le désherbage des accès et des sentiers longtemps envahis par la broussaille.
ساعة 7 سمانات الله يبارك 6 سمانات ساعة مازال بالك نكمل ساعة 9 سمانات نكمل ومن بعد ساعة لي بروجي نكمل يتدرت ويسوون أول صور اللي هي C'est par amour de leur ancien village et pour la préservation de leur patrimoine qu'ils ont pris les choses en main. Maintenant, avec la nouvelle génération, on a décidé de reconstruire le village. On souhaite bien que les villageois ils vont revenir. C'est notre mère et c'est notre chair et le sang. L'un des plus beaux villages et l'un des plus riches en histoire également. Le village, même partiellement détruit par un bombardement en 1957, possède encore de splendides vestiges. C'est un village qui comporte quand même 45 shahid, dont l'un a été est tombé au champ d'honneur entre guillemets en 1942 sous la torture à Barwadia. C'est lui, monsieur le PPA, c'est lui qui a ramené le PPA. Le parti qui allait déclencher par la suite sous le sigle FLN la guerre d'Algérie. Ensuite, son propre frère a été le commandant de toute cette zone qui va jusqu'au plein de Hnif, qui s'appelle Amr Shmouloud. Et comme vous le disiez, beaucoup de responsables du FLN en guerre sont passés par là, c'est peu dire. Parce qu'il s'agissait premièrement de Karim Belkacem, de Amran, de Mohamed Saïd. Tous les chefs de la wilaya Tarwa se sont succédés par ici. Animés d'une énergie et d'une conviction inébranlable, les jeunes de Taddart el-Jdid ambitionnent de faire de ce village un modèle national du développement dans les zones de montagne et de l'écotourisme durable. C'est un bel exemple en tout cas de volontariat et surtout de prise de conscience qui se trouve un petit peu partout sur tout le territoire national. On va à Gardaya, on va dans le sud, on voit l'Exar aussi qui sont aussi rénovés de manière ancestrale avec bien sûr les matériaux qui sont donc des matériaux locaux qu'il faut aussi préserver. Vous me disiez tout à l'heure quand on voyait le ciment, c'est vrai que le mortier n'est pas le même aujourd'hui. Mais on travaille quand même avec. Ça n'empêche pas, du moment que nous ne sommes pas, souvent on n'est pas dans des sites qui sont classés, qui obéissent à une réglementation très très stricte. C'est-à-dire oui, le bon sens fait que oui, pourquoi pas utiliser. Mais on est resté dans le matériau noble de la région qui est la pierre et ça c'est déjà, la technique peut évoluer, peut changer. C'est vrai que par exemple à Ouargla, il y a les fameux Qsar qui ont été rénovés, mais pas très bien rénové, donc il faut faire très attention, il faut toujours faire appel à des spécialistes qui travaillent sur, par exemple, le mortier, l'architecture de terre aussi, revenir à cette technique aussi qui revient à la mode aujourd'hui, revient au goût du jour. Ceci dit, il n'est pas interdit, comme il a dit, de faire évoluer même le matériau, c'est-à-dire lui apporter certaines propriétés peut-être capables de répondre ou capables de faire face à l'agressivité du climat et du temps, etc. Mais moi, je reviens sur le reportage que je viens de voir. Cet engouement, en fait, il ne m'étonne guère. Il est très répandu, pour ne pas dire partout en Algérie, du moins en Kabylie, il est très, très, très présent. Cet engouement, cette volonté de bien faire et de reconstruire ces villages. Vous savez, c'est une nature. Au fait, dans un passé très récent, la Kabylie s'occupait de son village, les Kabyles s'occupaient eux-mêmes de leur village. Il y avait même un certain degré d'autonomie par rapport à ça. Parfois, il y a des villages qui étaient à l'époque, même économiquement, autosuffisants, donc c'est autonome. Là, c'est un retour en quelque sorte aux sources. Ça n'est pas du tout étonnant. C'est la jeune génération aujourd'hui qui s'intéresse à leur histoire, leur patrimoine. C'est beau de voir cet engouement. Et le plus important actuellement, c'est, comme il vient de dire Kamal, c'est de cadrer toute cette énergie, toute cette volonté de bien faire. Il faut s'entourer de spécialistes, il faut s'entourer de tout le monde, chacun dans son domaine, pour bien faire. Une action collective et forcément adoptée, lorsque c'est tout le monde qui met la main à la pâte. On va terminer juste avant d'en parler donc de la fin. Il en est où votre village? On a vu quelques photos avant et après. Aujourd'hui, c'est bientôt fini. C'est une action qui ne se terminera jamais. D'ailleurs, il faut le dire, notre objectif, c'est de redonner vie
à ce lieu qui était à un certain moment, je dirais peut-être mort. Oui, voilà. Bon. Donc ça est une vie, pour nous, on espère qu'elle ne se terminera pas. Mais il faut dire une chose, c'est-à-dire, Fatiha a parlé tout à l'heure de cette manière d'encadrer les choses, c'est qu'il y a des actions qui sont perpétuer maintenant sur place toute cette histoire de gens qui se regroupent pour nettoyer, d'ailleurs je salue au passage le comité de village et tous les gens qui sont à fond avec vous, et qui sont volontaires sur place. Pratiquement à chaque fois il y a appel. D'ailleurs il y a une rencontre qui va se faire ce vendredi. Alors à Sinera Fodi Gerzen, que Dieu les aide et qu'ils soient en force et qu'on fera tous Inch'Allah partie de ça. Mais ce qui nous intéresse nous aussi par rapport à ce qui se passe ailleurs, dans les autres villages, on a vu que, comme elle a dit, il y a une volonté extraordinaire. Il y a le potentiel existe, c'est-à-dire les sites en eux-mêmes sont là. C'est-à-dire on n'a pas besoin, comme elle le dit aussi, on n'a pas besoin d'édifier des monuments au niveau de la Kabylie. C'est des monuments en soi. Et bien nos caméras sont là justement pour faire vivre cela à tous les téléspectateurs qui connaissent les villages, qui sont originaires de ces villages, qui sont loin, qui ne peuvent pas voir de oui, c'est pour ça on vous salue et à chaque fois vous nous faisiez appel, et on est là. On doit vulgariser encore plus cette opération. On continuera à le faire. On fera appel à vous pour voir comment a évolué votre village. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été nos invités aujourd'hui. On aurait souhaité parler un petit peu sur ce qu'on fait à l'université parce que... Ce sera peut-être une occasion de revenir pour pouvoir en parler. Parce que le plus important, c'est ça, en fait. C'est ça. Oui. Tout à fait. On ouvrira un chapitre spécialement sur ça. Pour moi, c'est pas la fin, au contraire. Là, je fais appel à notre ami, comme il a si bien dit, notre ami Adslem Abdenour. On vient de commencer. Là, on vient de commencer. Et puis, il faut absolument conjuguer nos efforts, comme je vous ai dit. Il faut asseoir une manière de faire. Il faut encadrer toute cette énergie et cette volonté. C'est très, très important. Eh bien, merci beaucoup à vous d'être venus sur notre plateau. Bon courage. Merci. Et promis, on vous recevra pour parler, bien sûr, de cette partie architecture avec les jeunes aujourd'hui qui reprennent le flambeau. Merci à vous et bonne continuation. Merci. On continue avec vous, bien sûr. On continue à suivre notre programme. Cette fois-ci, un beau reportage. C'était à l'occasion de Yener. Beaucoup donc d'institutions et surtout de galeries se sont aussi ont fait bien sûr en sorte de mettre en valeur notre patrimoine à travers des expositions. Cette fois-ci, c'est donc Maya Amrani qui a pu visiter pour nous l'espace de Riyad el-Fath, notamment la galerie Le Pan. Regardez, c'est une belle exposition. À Riyad el-Fath, une exposition organisée par l'OREF. En visitant les stands, nous découvrons le bijou, accessoire favori de ces dames. L'émergence de l'unité du bijou est datée depuis l'époque préhistorique, exprimée par l'utilisation des mêmes matières premières et d'un langage symbolique commun. Par la suite, chaque région de l'Algérie a su développer un style où le bijou apparaît comme objet de protection et de raffinement. On suit le bijou berbère et coloré parce qu'on suit la nature. Oui. Ils externent ça sur de la nature, le soleil, la mer, la verdure, le ciel, voilà. C'est les 4 couleurs de base de bijoux. Les bijoux et leur relation intime avec les différents costumes. Mais est-ce l'accessoire qui met en valeur le costume ou l'inverse? Il est évident que les deux se mettent en valeur mutuellement. Le crochet est une technique ancestrale. Contrairement au macramé, un savoir-faire hérité est devenu passion. C'est grâce à ma mère que j'ai appris à faire le crochet. Donc j'ai modernisé un peu le crochet avec le fil de macramé. Donc j'ai réalisé pas mal de choses avec le crochet. Une visite à la galerie Frantz Fanon où divers artistes peintres exposent leurs œuvres. On y découvre des symboles peints selon l'état d'âme de chacun. À travers les œuvres de certains artistes, on ressent l'ambiance chaleureuse et ensoleillée à profusion. Une palette généreuse et très colorée.
On a reçu à la salle France Fanon des œuvres de plusieurs artistes peintres. Les artistes, ils ont une autre vision sur le signe berbère. L'explication, la stylisation du signe à leur manière. C'est Ahmed Khlili qui a exposé avec un seul tableau en miniature. C'est un grand miniaturiste. Et puis il a enveloppé tout ça dans une œuvre d'art, qui parle des régions berbères en Algérie. Majid Gemrout, c'est un professeur d'art plastique. Il a fait partie du mouvement Aoucham. Il a un style vraiment propre à lui, très coloré. Il stylise aussi le signe berbère. Il va au-delà de l'imaginaire du symbole et de l'explication exacte du symbole. C'est-à-dire, il va vers la recherche aussi beaucoup plus, comme tous les artistes qui se respectent. Eh bien, qui est une artiste aussi pleine de gaieté, pleine de joie et d'énergie. Exactement, elle nous a fait honneur, elle a fait honneur à l'Office Riyad al-Fath, elle est venue, elle a exposé avec nous à 3 œuvres. Toujours avec son style qui est vraiment propre à elle. Elle met à l'honneur ici la femme berbère. Oui. Je suis une belle femme berbère. Si j'ai pas les membres de ma famille autour de moi, je ne suis rien du tout. Nourdine Hamouche aussi, il a écrit sur les symboles. Il a fait des ouvrages sur le symbole berbère. Il a expliqué, il a mis avec sa sœur. Sa sœur, elle est poète. Donc ils ont écrit un petit peu chaque symbole avec l'explication en poésie. J'ai adoré son ouvrage, il est magnifique. Oui. Il a fait de la recherche. Il a fait de la recherche. Vraiment, il fait beaucoup plus aussi de la récupération. La récupération, il y a des trucs qui sont en dérive, il les recycle, les travaille sur, il leur donne une autre vie, une vie artistique. Et on quitte la galerie avec une chaleur plein le cœur et des couleurs plein les yeux. Alors on continuera bien sûr à travers cet art pictural et retrouver la mosaïque et surtout la rubrique mosaïque de Nassiba. Bonjour Nassiba. Bonjour Amel, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver tous les mercredis pour vous faire voyager dans le monde de la couleur et rien que de la couleur. Exactement, et aujourd'hui gros plan sur une galerie. Tout à fait, la galerie Beya, une exposition, il s'agit d'une exposition, j'ai eu le coup de cœur pour cette exposition, une exposition de croquis, c'est assez original. C'est original, tout à fait. Signé par Heshmi Amel, c'est un artiste plasticien connu, reconnu, référence bien établie, un parcours très important, imposant, riche. Il enseigne à l'école supérieure des beaux-arts d'Alger. Il a fait plutôt à l'école régionale des beaux-arts de Mostaganem. Et il a fait ses classes aussi à l'école, la prestigieuse école des beaux-arts du Télémi. Très sympathique. Très sympathique. On a eu l'occasion de le recevoir absolument à plusieurs reprises. Et là, bon, et puis il a aussi fait des études supérieures. Il est parti à Pékin, en Chine, d'où cette exposition, les carnets de voyage. Il a fait ses études à l'Académie des Beaux-Arts, la prestigieuse Académie des Beaux-Arts, enfin des arts appliqués plutôt, de Pékin, où il a séjourné. Il a séjourné en Chine à 2 reprises. Première fois quand il a fait ses études, donc il est revenu avec la valise plein de croquis. Il a séjourné une 2e fois, il a participé quelques années plus tard, c'était en 2012, parce que la première fois, c'était entre 85 et 87, il avait séjourné pour faire ses études. Et la 2e fois, il a séjourné dans le cadre d'un atelier. Il a participé à un atelier des artistes peintres arabes, du monde arabe. Il avait participé à cet atelier. Donc, il a fait 2 séjours. Donc, et lui, très connu. Donc, il a plusieurs plaquettes, 3 passions, la peinture, la miniature. Voilà, et les croquis aussi. Il adore quand il se promène, il se balade. Il faut qu'il s'arrête. Il a toujours d'ailleurs son carnet de croquis en main, son crayon, son stylo, son feutre, son petit stylo. Et il croque tout ce qu'il voit, paysages, scènes de genre, des sites, des monuments historiques. Là où il va, il revient avec des croquis. C'est très beau, hein, les croquis. Quand on sait que dans le monde, il y a certains croquis qui sont détectés, choisis et surtout repérés et vendus à des prix exorbitants à travers les musées et les collectionneurs. Il a voulu partager
avait cette passion pour les croquis. C'est un grand dessinateur, un bon dessinateur. D'ailleurs, on le salue ce matin s'il nous regarde. On lui fait un petit coucou à Hachmi Amr. Inch'Allah, on le salue. Absolument. Et là, donc il a consacré toute une exposition, c'est pas la première, aux croquis. Donc c'est un petit peu le regard de Hachmi Amr sur la Chine. Et il a voulu partager sa passion avec les téléspectateurs, avec le grand public. Enfin, on la partage aujourd'hui avec les téléspectateurs, mais il a voulu partager sa passion avec le grand public. Donc c'est toute une exposition consacrée aux croquis. Donc il y a du noir et blanc, il y a de la couleur, il introduit de la couleur, de l'aquarelle. On va voir d'ailleurs tout de suite. On va tout de suite, d'accord, ok. Et on se retrouve juste après pour continuer à en débattre. Beya qu'il expose une partie de ses croquis. Des croquis qui relatent son voyage en Chine. Bien des souvenirs en mémoire pour immortaliser des ressentis et des moments saisis. Avec un grand sens de l'observation, Hachmi Amr capte rapidement tout ce qui l'entoure. Sa sensibilité toujours en éveil, il croque des paysages naturels ou urbains, des scènes de vie quotidienne et le rendu de certaines estampes chinoises. Dans ses notes graphiques, il y a toute une gestuelle en action. En fait, rien n'échappe à son regard. Il saisit l'essentiel et donne de l'expression à ses croquis. Des croquis qu'il rehausse avec des encres, des couleurs terre et d'autres matériaux. Ce plasticien utilise comme support du papier et des techniques mixtes. En Algérie ou à l'étranger, son carnet, son crayon, son feutre ou même un simple stylo ne le quittent jamais. Lors de ses voyages, il lui arrive de dessiner même en marchant. Cette forme d'expression artistique le passionne bel et bien. De ses carnets de voyage en Chine, l'artiste nous dévoile une 60aine de croquis. La Chine, une culture et une civilisation. Témoin de son temps, il a réalisé des croquis dans les années 80 lors de ses études supérieures à l'Académie de Pékin et en 2012 au cours de son second séjour. Dans cette exposition, il nous offre en partage ses émotions d'artiste. Un artiste au parcours aussi riche qu'imposant. Le regard curieux, le geste sûr et précis, il mémorise tout ce qui l'attire. Dans cette exposition, Hachmi Amr nous plonge dans la Chine de ses souvenirs. À main levée, il a croqué sur le vif tout au long de son séjour. Un séjour rythmé par des rencontres, des échanges et des partages. Très belle exposition et ça nous change, c'est original, c'est des scènes de vie, c'est des scènes donc... des scènes de vie, des scènes de la vie quotidienne en fait. Et bien sûr, cette empreinte chinoise est très présente. Absolument, il y a des sites, des monuments historiques, on a vu un peu des paysages... au naturel. Donc là, il est attiré par tout ce qu'il a... Enfin, comme un photographe, il a, disons... D'ailleurs, il dit, le croquis, c'est un peu comme la photographie. Il a immortalisé ces instants, ces instants de vie, de la vie quotidienne, ces scènes de gens. Là où il flash, là où il a un coup de cœur, il s'arrête, tout en marchant des fois, pas spécialement en restant assis. Et là, d'ailleurs, je ne sais pas si on peut voir une photo dans un petit moment de Hachmi Amr en train de croquer un paysage, pas spécialement en Chine, puisqu'il a eu aussi à sillonner l'Algérie d'est en ouest, du nord au sud. Il a aussi consacré toute une exposition au croquis. Voilà, là c'est Timimoun. Là, on voit Timimoun. Oui, l'oasis rouge. Oui, alors là, c'est le marché. Alger, je pense. Oui, non, c'est pas Jamal Al-Kibir, c'est à Tlemcen. D'accord. Voilà. Le marché de Tlemcen. Voilà, là c'est Jamal Al-Kibir. Et donc il a plein de croquis. Il exposé. Bon, ça a fait l'objet d'une exposition à la galerie d'art El Yasmine. Ça a fait l'objet de toute une exposition. Son carnet de voyage sur l'Algérie, puisqu'on a vu la Chine tout à l'heure. Très beau les carnets de voyage. Absolument. Donc lui, il en a plein. Il peut faire je ne sais combien d'expositions à Hachmi Amr, tellement qu'il a de croquis. Il s'arrête comme ça, oui, au milieu de la
et il commence à griffonner sur un papier. D'ailleurs, on peut demander à Hanan si elle peut nous envoyer une image de Heshmi Amel en train de griffonner, en train de... Voilà, on va le voir dans un petit moment, le temps qu'elle prépare l'image. Voilà, on le voit, voilà. Là, c'est en Algérie, hein, il est au bord de la mer, il est de Mostaganem. Peut-être c'est Mostaganem, là, hein, absolument. Donc là, c'est au bord de la plage, il est en train de... Certainement, il a été attiré, son regard curieux. Hein, et puis, il a un sens de l'observation. Hein, il faut être un bon observateur. Et en plus, il a un bon coup de crayon. Hein. Très, très beau. Il faut une certaine rapidité aussi. Hein. Il faut vraiment une certaine rapidité. Exactement. Et des fois, les croquis donnent naissance... Et aller vers les détails. Absolument. Aller vers les détails. Et des fois, des croquis donnent naissance à des œuvres d'art. Voilà. Ça peut faire l'objet d'une peinture plus tard, d'une composition. C'est un peu comme l'esquisse. On a vu, alors il utilise plusieurs encres, l'encre de Chine notamment, les aquarelles. Donc, voilà, là c'est la Casbah, c'est la Casbah. Ça c'est coloré, donc... Donc, comme il sillonne toute l'Algérie, d'est en ouest, de nord au sud, là où il part dans les quartiers populaires des fois, et ça donne de très jolis croquis. C'est une belle originale exposition absolument, qu'on a pu découvrir, alors que lui, il a fait donc plusieurs thématiques autour de Haraga. Absolument, vous faites bien de me le rappeler, Amel. La toute dernière, c'était le Haraga. Ça a fait l'objet, ça a été l'objet d'une exposition, c'est une thématique. Ça a fait l'objet d'une exposition itinérante et qui a sillonné plusieurs villes d'Espagne. L'inauguration s'est faite à la Casa Arabe, c'est un petit peu l'Institut du monde arabe, hein. C'est un petit peu la réplique de l'Institut du monde arabe à Paris, et qui accueille chaque année des artistes du monde entier. Du monde entier. Il a eu l'occasion d'exposer dans cette grande maison qui accueille les artistes, la Casa Arabe, et il a exposé, donc la thématique c'était le Haraga, et cette exposition a été itinérante, hein. Il a exposé même ici en Algérie. Ça s'est fait en partenariat avec aussi l'ambassade d'Algérie en Espagne. Il y a eu aussi la galerie Al-Yasmi qui s'est impliquée avec à sa tête Khlifati. Qu'on salue aussi ce matin. Ça fait longtemps. Absolument. Il faudrait qu'il revienne. On n'a pas eu l'occasion de le recevoir. Ça fait très longtemps, mais il est sur un projet. Le Centre des Arts à Oran. Il va bientôt inaugurer le Centre des Arts. Et il a eu l'occasion justement à Khlifati d'exposer des grands noms de la peinture algérienne, tels que Hiyoun Leyrahmou et bien d'autres artistes, même à titre collectif, Oul Hassi. Et justement, Oul Hassi, en parlant de Oul Hassi, Amel, il y a toute une action de solidarité qui est en train de se faire sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si on peut, voilà, pour venir en aide pour cet artiste. D'ailleurs, on le voit, et en arrière-plan, il y a une de ses œuvres d'art. Il a un gros problème de santé, donc il doit se faire opérer. Il y a toute une action de solidarité. Sa situation est très précaire, très fragile. Et c'est un artiste qui a marqué de son empreinte la peinture algérienne. C'est un grand artiste que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises à la galerie d'Al-15 aussi, qui prépare un événement dans ce sens aussi, qu'il y a toute une action pour aider cet artiste. Pour aider cet artiste. Là, il doit se faire opérer. C'est vital pour lui, incessamment. Donc les artistes, nos artistes, se sont mobilisés, et il y a une grande chaîne de solidarité pour venir en aide à cet artiste peintre. En tout cas, on y reviendra avec vous, bien sûr, et avec d'autres artistes qui viendront nous en parler. Ils pourront recueillir les fonds nécessaires pour aider cet artiste à subir une intervention chirurgicale, parce que c'est vraiment vital, c'est important. Voilà, merci beaucoup, Nassiba. Donc, l'exposition est toujours en place. Elle se poursuit. Bientôt, jusqu'à la fin du mois. Oui, jusqu'à la fin du mois. Et voilà, pour Heshmi Amel, ce grand artiste peintre. C'est à la galerie Beya, c'est donc au Palais de la Culture. Ne ratez pas cette belle exposition, allez la voir de près, c'est encore meilleur. Voilà, merci Nassiba, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, Inch'Allah. On continue notre programme. Je vous invite tout de suite à suivre donc C'est vos paysages d'Algérie, en attendant de retrouver notre invité.
retour sur le plateau, on accueille notre invité qui, lui, nous vient de Sétif. On le remercie d'ailleurs, lui qui était donc expert comptable dans une autre vie et qui aujourd'hui a décidé de mener à bien donc des porteurs de projets et surtout initier ces porteurs de projets à donc finaliser leur projet. Eh bien, avec nous, Monsieur Mohamed Yahyaoui, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Marhaba bik. Vous êtes donc originaire de Sétif, c'est cela? Oui, l'intérieur du pays. L'intérieur du pays, et vous êtes à la tête d'un incubateur très important dans cette région, d'ailleurs. C'est ça, oui. Mais pas que, puisque votre défi, c'est d'installer des incubateurs un petit peu partout pour aider ces jeunes à se développer et surtout les encadrer, les orienter. C'est ça. Au départ, je suis fondateur d'une business school à Sétif. Donc, les critères de performance d'une business school, c'est l'employabilité, parce qu'on est dans l'executive education, pas dans l'académique. Donc, si on forme, il faut former pour le marché du travail. Donc, est-ce que les entreprises emploient nos diplômés sortants? Et là aussi, on a des performances de qualité d'emploi et on a pensé à l'incubateur parce que l'écosystème algérien se redéploie, un cadre juridique approprié se met en place. La loi de finances complémentaire 2020 a mis en place beaucoup d'avantages pour les startups et les micro-entreprises. Donc, nous avons réceptionné notre incubateur à Sétif en mars 2020. Et aussi, on a créé un accélérateur. Voilà, l'incubateur, c'est pour la création d'entreprises, les nouveaux porteurs de projets, les primo-porteurs de projets. Et l'accélérateur, c'est pour développer ceux qui existent, parce que nous avons constaté que les micro-entreprises qui ont été prises en charge dans le cadre de l'ANSEJ, elles naissent naines et restent naines. Dommage. Là, il faut justement accompagner ces porteurs de projets. Aujourd'hui, ce sont donc pour la plupart des diplômés, fraîchement diplômés, qui se retrouvent avec des compétences, mais qui peut-être ne savent pas trop en faire. Bien qu'aujourd'hui, les jeunes Algériens sont très portés, très ouverts. C'est des innovateurs nés. Oui, alors c'est des jeunes et des moins jeunes et des autodidactes. Voilà. Beaucoup d'autodidactes, on l'a remarqué, pour ces nouvelles startups qui font leur apparition sur le marché algérien. Exact. Donc, pour nous, il y a une équation magique de réussite d'une startup à ces 100%, mais le diplôme et la compétence, c'est 10%. Oui. Donc, on n'enseigne pas la création d'entreprise, on la pratique. Tout à fait. Voilà, et donc c'est autodidacte de la création d'entreprise, même si je suis docteur, professeur, mais quand on est dans la création d'entreprise, on apprend. C'est ça, donc 10%. Tout à fait. Voilà, et c'est 10% dans l'équation, c'est peu. La finance aussi, donc compétences 10%, finance aussi, je vais vous surprendre, c'est 10%. Et 40%, c'est la vaillance, qui est la passion et l'obsession. Et l'autre 40% aussi, donc c'est la face cachée, c'est l'inconscience, c'est la prise de risque. Mais la prise de risque mesurée. Ah oui, voilà. Et comment? Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de jeunes porteurs de projets qui étaient venus sur nos plateaux. Ils parlaient bien sûr de leurs innovations, mais on ne devient pas manager comme ça du jour au lendemain. Surtout si c'est donc des universitaires qui ont baigné longtemps dans la recherche, dans le travail académique. Aujourd'hui, ils ont besoin d'être encadrés pour pouvoir justement gérer une micro-entreprise. Et c'est ce que vous leur donnez, ces ailes pour pouvoir s'en sortir dans la vie professionnelle et active. Voilà, c'est le rôle de l'incubateur, c'est la transformation. Donc, c'est des jeunes qui ont un peu leur marque dans l'idée de projet. Donc, et nous, on les accompagne, on les coach et dans un cadre approprié. Et donc, pour les former. Donc, pour les former, pour surtout les coacher, et ils deviennent opérationnels. Voilà, c'est ça l'intérêt d'un incubateur, c'est la transformation. Il vient avec son idée de projet, et donc nous, on les coach, on les conseille sur la faisabilité, et in fine, il faut qu'il ait le bébé sur le bras. Voilà. Donc, le bébé sur le bras, c'est soit la micro-entreprise
ou la start-up, parce qu'il y a une différence. C'est ça. Alors, c'est des porteurs de projets, donc c'est les fondateurs, on les appelle les entrepreneurs. D'accord. C'est une différence entre entrepreneur et dirigeant. D'accord. À un certain seuil de développement de la start-up ou de la micro-entreprise, c'est comme on sait conduire une 4x4, mais pas un avion, un Boeing. Donc, le système de pilotage change. Il faut se faire donc assister par des dirigeants. Tout à Donc, fait. le fondateur, c'est la personnalité charismatique. Il y a aussi le cofondateur, parce que c'est pas une seule personne, très au fait. important, oui. Voilà, c'est l'équipe. Oui. L'équipe. Et la première personne à qui on vend son projet, c'est le premier client, c'est le cofondateur. Il faut Qui va devoir prendre la parole souvent pour expliquer leur démarche et bien sûr Voilà, le projet en lui-même. surtout quand on a quelqu'un dans le technique qui nous coûte cher et tout, on essaie de le convaincre d'être cofondateur. Et donc, une équipe à 3, c'est l'idéal parce qu'elle donne plus d'assurance. Très bien. Alors, vous nous avez ramené des images. On sait que vous, depuis assez longtemps, vous avez réceptionné une centaine donc, de jeunes pour créer leur projet. On est en train de voir cette vidéo. Il y a eu donc 24 qui ont été donc, sélectionnés. Vous les avez gardés. Et là, c'est une cérémonie. C'est un hackathon, c'est ça? C'est ça, oui. L'hackathon que vous avez organisé. Et là, on vous voit. C'est ça? Voilà, l'hackathon, c'est... donc, on a fait la phase de pré-incubation pour 200 personnes en ligne, 60 heures, avec des consultants nationaux et étrangers. Et donc, la sélection, donc on a fait un hackathon. C'était l'idée donc d'une C'est le même Algérienne. esprit qu'un marathon, c'est hackathon, c'est en ligne bien sûr, et C'est avec ça. bien sûr ces porteurs de projets. Ces porteurs de projets qui pitchent leur projet. Pitcher, c'est présenter, c'est un néologisme anglo-saxon. C'est un exercice difficile. Ah oui, bon, pitcher, il y a quand on va demander un emploi, on présente un CV. Quand on est porteur de projet, on présente un pitch deck. Un pitch deck, il y a un contenu du pitch deck, c'est la solution au problème, la taille du marché, la concurrence, la description du produit et service. Et là, quand nos porteurs de projet, donc, ils maîtrisent leur système, ils ont leur marque, ils pitchent leur projet en direction des investisseurs pour les séduire ou les banquiers à mettre de l'argent. On peut pitcher sur 1 minute, sur 3 minutes, sur 20 minutes. Donc, le pitch, c'est un contenu et aussi c'est une manière de la communication. Et là, c'est vraiment très important, savoir pitcher pour pouvoir être plutôt accepté. C'est ça la condition? Et capter aussi. Capter. C'est capter, convaincre et vraiment ramener l'investisseur à mettre ses fonds dans la société. Ça a commencé en mai 2020 et vous avez clôturé en août 2020, c'est cela? Donc, on a commencé en mai, mais l'incubation, les 24, on a commencé le 1er septembre 2020. On a fait 4 mois et après, on a fait cette sortie médiatique. Donc, on a eu la presse. Mais ils sortent en fin février. Dans incubation et 6 mois en post-incubation. Alors aujourd'hui, vous baignez dans cette ambiance, avec cette jeunesse, avec aussi cette matière grise qui se développe de plus en plus sur tout le territoire. Et votre souhait, justement, c'est de mettre des incubateurs un petit peu partout et créer des écoles. Voilà, au fait, nous aussi, la start-up, notre start-up, c'est l'incubateur. Et la caractéristique de la start-up, c'est sa scalabilité et sa croissance. Parce que la première caractéristique de la start-up, en fait, c'est pas la technologie. Bien sûr, il y a l'innovation. Start, c'est démarrer. Up, c'est la croissance exponentielle. Et la croissance exponentielle, c'est 3-5% par semaine de croissance. In fine, par mois, c'est 30%. Et c'est du 400% de croissance annuelle. C'est ça. Donc, c'est la croissance. Ces entreprises qui deviennent autonomes par la suite? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, la croissance, c'est de l'exponentiel. Et aussi, c'est la géographie. On ne peut pas rester sur ces tifs, donc il faut étaler. Et l'incubation en ligne aussi, c'est une solution. Puisque nous avons déjà des incubés de Tlemcen, de Boumerdès, de Tizi Ouzou, de Constantine, pas seulement à Sétif. Les 24 sont sur le territoire national, même de Djelfa. Et la solution en ligne et l'incubation en ligne, c'est aussi
un de nos concepts. Très bien. En tout cas, bravo à vous. Et puis, bonne chance à tous ces porteurs de projets qui, peut-être, viendront nous présenter leurs innovations sur nos plateaux. Il faudra nous les présenter. Vous serez satisfaite et étonnée aussi de leur engouement, enthousiasme et réalisme aussi. Bravo, en tout cas bravo à vous et merci d'avoir été notre invité. Je rappelle Mohamed Yahia Ouzed, directeur de l'incubateur donc de CETIF Innovation Hub, c'est cela? C'est ça. CETIF Innovation Hub, merci, à très bientôt. Merci. Voilà, restez avec nous. On va suivre, restez avec nous, on va suivre ensemble un extrait donc musical de Cheikh Namous. Rappelez-vous, je vous l'ai annoncé en début d'émission. C'est un artiste qui nous a beaucoup accompagnés, qui a accompagné notre génération de nos parents et qui nous a quittés malheureusement cette semaine. Allah yarhamou. On regarde. الآلات تتناوب وطيار على الحصان الرجال والسقيم مليح مقدر يفرق في الكيسان والحاسد محروق معدم ملعون كي الشيطان. Juste un extrait pour permettre aussi à notre invité de venir sur notre plateau et lui laisser le temps aussi de pouvoir évoquer toute cette richesse donc, de notre patrimoine musical. Monsieur Ben Damesh, bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour, vous dites bien richesse parce que Cheikh Namous était une véritable richesse. Un doyen. Voilà, c'est le doyen de nos artistes algériens. Pendant longtemps, c'était le plus vieux des artistes. Et puis, il était en très bonne santé pendant de longues, jusqu'à peut-être 98, 98. Oui, il avait reçu un bel hommage. Vous lui avez remis un bel hommage, une récompense pour rendre hommage à toute cette carrière. Absolument. Et puis, j'allais le voir assez souvent. Il avait pleinement sa mémoire. D'ailleurs, il m'a beaucoup aidé sur certaines zones d'ombre comme ça de certains artistes. C'est lui qui m'a donné des informations, il m'a donné des témoignages exceptionnels. Ouais. On sait qu'il est né en 1920, le 14 mai exactement. Et puis voilà, il vient de partir à l'âge de 101 ans. Oui. Voilà. Nous avions évoqué sa mémoire le week-end dernier. On avait reçu un artiste qui parlait de banjo et de l'histoire du banjo et son arrivée dans l'orchestre algérien, l'orchestre Chabi notamment algérien, et sa façon donc de jouer. Et on avait évoqué tous les artistes qui jouaient brillamment du banjo. Et bien sûr, on ne peut pas parler de banjo sans parler de Cheikh Namous. Bien sûr. Il y a deux personnalités. Il y a Abdelkader Bouhraoua qu'on appelle Qaddour Cherchali. Oui, c'est le maître du banjo et le maître aussi d'un genre musical qui s'appelle le Khelwi. Le Khelwi qui ne s'accommode pas des règles préétablies par les grands musiciens, par le classique, par tout ça. Il faut passer par là. Lui, il a complètement changé, c'est-à-dire l'improvisation, c'est la maîtresse de l'interprétation musicale de Cheikh Namous et aussi de Qaddour Cherchali. Je l'évoque tous les deux parce que c'est tous les deux grands maîtres. Mais lui, c'est la longévité, c'est l'amabilité, c'est la compétence musicale, c'est l'expression du bonheur parce que quand il joue, c'est le bonheur. Et puis tout de suite, le premier qui lui a donné l'occasion de se mettre en grande valeur, c'est le Hajj Mohamed Lanqa. Hajj Mohamed Lanqa, c'était en 1941. Il appelle dans un mariage qu'il a animé à Qléa, et puis il lui a donné 24 d'euros. C'est lui qui dit ça. Et puis 24 d'euros est devenu, d'abord il en parle tout le temps. Chaque discussion, il sort 24 d'euros de Hajj Mohamed Lanqa. C'était en 1941. Et puis c'était beaucoup. C'était sa signature. C'était beaucoup à cette époque-là. C'était sa signature. Et depuis, tous les grands maîtres l'ont appelé dans leur orchestre. Dont Hajj Mrizek, Hajj Menouar, Bouchiba Abdelghani,
tous les grands maîtres, Cheikh Mohamed Marocain, tous ces noms ont sollicité Cheikh Nnamous parce qu'ils ont découvert en lui l'artiste, le grand artiste, le créateur aussi, et celui qui remplit vraiment sa place. On lui demande n'importe quoi, il est là. Il l'interprète, voilà. Il joue. Alors, il avait 16 ans, son instrument, le banjo, et il l'a acheté avec son propre argent. Bien sûr. Ça a été difficile pour lui, peut-être. Le premier instrument, c'était un gnibri qu'il avait acheté à 20 francs à l'époque. C'est lui qui dit ça toujours. Et juste après, une année après... C'est l'ancêtre du gambri, ça ressemble? Oui, c'est le gambri, mais en tout petit. Voilà. Et c'est lui qui l'a introduit pour la première fois dans l'histoire dans l'orchestration shabi. Et ensuite, il achète un vrai banjo. Un vrai banjo, il l'a acheté à 400 francs à l'époque. Et c'est à partir de là qu'il devient le véritable virtuose de l'exécution du banjo. Donc pendant longtemps, il participe à tous les orchestres, toutes les personnalités l'ont appelé. On peut dire il n'y a aucune exception. Il a eu plusieurs vies et ça a été un enrichissement pour sa carrière. Oui, il a exercé plusieurs métiers. Il a été donc détenteur d'un CAP. Oui, c'est CEPE, c'était le certificat d'études primaires de l'époque. Donc il a obtenu ça. Il n'était pas sûr, il a un niveau de CEPE. Il n'a pas, parce que c'était difficile d'avoir le CEPE à cette époque-là, les années 30. Et c'était très reconnu à l'époque, ce diplôme. Les années 30, donc quand il n'a pas suivi ses études, il va vers les entreprises privées. Donc il a été surtout dans les grandes entreprises de transport. Il y avait une entreprise qui s'appelait Lombrosi, qui faisait le transport en commun. Et ensuite, Air France, il a été bagagiste à Air France. Et ensuite, il était receveur de bus. Tout ça en l'espace de 7-8 ans. Et puis, il dit, moi, je ne suis pas fait pour ça, je suis fait pour la musique. Et il choisit l'achat d'un gnibri, et c'est ça qui le fait rentrer. Et c'est ça qu'il a déterminé, qui a été l'identité de Cheikh Nnamous, c'est le gnibri. D'ailleurs, il a enregistré tout un concert de musique avec le gnibri, et l'enregistrement existe à la télévision. Et ensuite, c'était le banjo. Ensuite, il rentre en 1951 à la radio, et la radio, il y avait des orchestres. L'orchestre qui était dirigé par Haj Mohamed Lanqa, il ne va pas là-bas, il va vers l'orchestre qui était dirigé par Cheikh Mzian Nourdin, en 1951. Et c'est comme ça qu'il rentre, et il va rencontrer toutes les grandes personnalités de la chanson kabyle, dont Slimane Azm, Arab Ouizgern, Arab Ouzlek, tous les grands noms, femmes ou hommes, Sherifa, Yamina, Lounessa, toutes ces femmes-là, il a travaillé avec eux. Et son meilleur copain à l'époque, c'était Cheikh Awali, Mohamed Moasser Lama, qui était son copain. C'est vrai. Parce que lui, il était tout à fait pas comme les autres. Il n'était pas comme les autres parce que Cheikh... Très discret. Il jouait la guitare à l'envers. Eh ben oui. Et il était copain avec Cheikh Nnamous. Et ce monsieur était aussi cheikh. Donc souvent, il l'accompagnait. Quelque chose que je dois dire sur Cheikh Nnamous, c'est qu'il n'a jamais refusé une participation dans un orchestre. Quand on l'invite, il est là. C'est-à-dire qu'il ne choisit pas, il est toujours présent et toujours avec le sourire. Disponible surtout. Disponible et aimable. Rend hommage toujours à la musique algérienne. Moi, j'ai fait plusieurs hommages à ce grand monsieur de son vivant. C'est ça qui me Ça lui faisait plaisir de recevoir des hommages, qu'on parle de lui. Mais il vient avec plaisir, même parfois fatigué, tout ça. Il dit oui, je viens parce qu'il faut inscrire ça dans l'histoire, il faut me filmer, il le disait souvent. C'est lui qui encourage les gens qui veulent filmer. Est-ce qu'il a formé justement des artistes dans le domaine du banjo? Oui, il y a bien sûr, les gens quand ils le regardent, il y a eu toute une pléiade de jeunes qui ont fait comme lui, même sans être le professeur direct. Il y a son fils aussi, Belkacem, que je salue maintenant. Et puis en plus, il y a tous les grands musiciens. Il y a eu une kyrielle de musiciens de banjo qui ont fait comme lui.
il y a Petit Mouh, il y a Naguib, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait la voix de Naguib qui a marqué aussi l'orchestre algérien, à travers le banjo, son interprétation du banjo, pareillement. Naguib et Petit Mouh qui ont joué de la même manière et qui étaient avec l'un, avec Amar Zahi, l'autre avec Haj Mohamed Aqqa. Ce sont donc des orchestres qui ont marqué aujourd'hui, et sa façon donc de jouer, son interprétation à lui, et surtout qui reste indélébile pour marquer le patrimoine musical algérien. Absolument. Il a eu sa place. Cheikh Namous a eu sa place, déjà par le fait des qualités humaines, et ensuite sa virtuosité dans le bonjour. Il est resté lui. D'ailleurs, lorsqu'on l'a ramené en 2012-2013 à la salle Ben Zidoun, une grande cérémonie. Il était présent. On lui a donné un bonjour, il a joué. Il a joué. Il a joué malgré son âge. Pendant le Festival national de la chanson Chabi que j'avais dirigé à l'époque, je l'ai invité pour être présent. Il est monté sur scène, il a demandé qu'on lui donne un bonjour. On lui a donné un bonjour. Il a joué pendant toute la. Pour dire que c'était toute sa vie la musique. Il n'a jamais arrêté. Il respirait la musique. Il respirait le bonjour. Jusqu'à la fin, il n'y a pas longtemps, on est allé le voir. Jusqu'à là, il était tout le temps jovial, tout le temps prêt à tout raconter, à dire toutes les réponses qu'on souhaitait. Est-ce qu'il a fait de nombreux enregistrements à l'extérieur? Est-ce qu'il y a suffisamment aujourd'hui de matière? Oui, aujourd'hui, il y a suffisamment. Il y a même un film documentaire qui a été réalisé par un ami qui n'est pas sorti, il sortira peut-être un jour, où c'était lui-même qui racontait sa vie. Et c'est beau que les artistes puissent le faire de leur vivant, plutôt que de faire donc, dans l'hommage posthume après le décès. On est obligé, parce que moi je me suis spécialisé un peu dans cette histoire-là d'hommage posthume. Pourquoi? Parce que c'est la mémoire. Ils ont été et ils sont partis. Il faut arrêter l'oubli. Il faut dire, voilà, ces gens-là, voilà ce qu'ils étaient. Il ne faut pas laisser passer le temps et laisser faire l'oubli son œuvre qui efface la mémoire, qui efface l'identité même, qui efface la culture, qui efface une partie de notre vécu. C'est dommage parce que ce sont donc des artistes comme lui, centenaires aujourd'hui, qui a marqué son temps à travers sa musique, à travers aussi son caractère d'homme jovial, comme vous l'avez dit, surtout une personne qui aimait la vie, qui aimait aussi la musique par-dessus tout, et qui a su le partager avec d'autres artistes qui n'étaient pas avares, il partageait. On a beaucoup d'artistes centenaires. Tout à fait. Beaucoup, Cheikh Abdelkader Toumi à Constantine, qui est mort à l'âge de 99 ans. Cheikh, il y en a beaucoup de Mohamed, Mustafa, etc. Il y a des grands musiciens qui étaient... Autant il y en a qui sont partis vraiment à la fleur de l'âge, qui sont partis brutalement. Mais il y en a d'autres. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup qui ont eu le temps de pouvoir transmettre aujourd'hui à la jeune génération ce savoir, cette identité musicale algérienne. Absolument. On l'appelait Mustafa al-Bahar. Voilà, je retrouve ça à la mémoire. Voilà. Mustafa al-Bahar. Alors, beaucoup d'écrits aussi concernant Cheikh Namous. Est-ce qu'il y en a? Non, pas beaucoup. Il y a eu des articles de journaux, c'est tout. Moi, je lui ai consacré une partie dans les grandes figures de l'art musical que je mène depuis de longues années. Une grosse partie pour lui. Voilà. Mais il mérite peut-être qu'on revienne sur l'instrument qui a été son instrument de prédilection et aussi sa façon. C'est lui qui l'a mis en valeur. C'est vrai. En ne diminuant pas la dextérité et l'apport des autres, bonjoïstes comme on les appelle, mais lui, il a été particulier. Très bien. Eh bien avec ces termes, on termine notre émission. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Abdelkader Ben Damech. C'est toujours un plaisir de vous recevoir en tant que musicologue, en tant qu'aussi directeur, bien sûr, aussi des arts et les lettres. C'est ça. Merci à vous. Du rayonnement culturel. Rayonnement culturel, voilà. Et puis à très bientôt. Bonne fin de journée à vous. Et puis quant à nous, on vous dit merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. On se retrouvera donc dès vendredi ici sur cette même place. Mais demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Maharougaras à partir d'Oran. Merci à toute l'équipe. Bonne journée. Au revoir.